France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, j'espère que vous allez bien. C'est lundi aujourd'hui, c'est parti pour votre grand forum jusque 18h avec aujourd'hui pour m'accompagner Redouane Moumine. Bonjour Redouane. Allez, salut et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Redouane qui devait être accompagné de notre Hanan Zawani national, mais notre petite Hanan Zawani est quelque peu souffrante, pardon. Et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement et qu'elle revienne Hanan. très vite, Hanan. C'est parti jusque 18h sur France Maghreb 2. Avec toi, nous allons faire, alors c'est pas vraiment un avis tranché, mais c'est plus un avis interactif autour d'un sujet que l'on a envie de consacrer tout au long de cette semaine et plus précisément lundi prochain lors d'une émission spéciale à l'Afrique, ce continent africain. À l'occasion, j'allais dire c'était un prétexte, mais bon, s'il en fallait un, forcément. C'est donc la tournée africaine d'Emmanuel Macron qui démarre donc, et on avait décidé donc de faire un focus donc au travers de différents articles, différentes idées reçues. Justement, c'est ce que tu vas nous proposer tout à l'heure. Exactement. Dans un avis tranché qui se voudra interactif. Alors, ça va se passer comment, Redouane ? On va travailler donc sur ces idées reçues sur l'Afrique, qui est déjà un des enjeux majeurs, pour l'Occident dans lequel nous vivons, c'est que nous connaissons très très mal cet espace africain, et ce sera l'occasion donc de présenter un livre qui a voulu recenser donc ces idées reçues sur l'Afrique. Ton coup de cœur ? Mon coup de cœur, ce sera sur Nourine Kaliba, qui est une femme pionnière en Afrique, qui est la première à s'être engagée directement dans la lutte contre le sida. Dès 1987, et qui donc a influencé les principales décisions prises à l'ONU depuis 1987 sur la question. Très bien, un programme à foi très sympathique auquel évidemment vous pourrez comme d'habitude participer en nous appelant au 01 40 33 9000 jusque 18h. C'est parti, je vous propose le sommaire de cette émission de ce lundi 27 novembre. La version grecque donc de cette célèbre chanson tunisienne sur France Maghreb 2 à 16h18. J'espère que vous allez bien en pleine forme pour ce lundi. On est ensemble évidemment jusque 18h avec Redouane Moumine qui est avec nous aujourd'hui, et cette question à propos de cette coalition qui a été créée il y a 2 ans, en 2015 maintenant, qui réunit une quarantaine de ministres de la Défense en fait, pour être très compliqué, pour faire simple, je veux dire, qui a tenu sa première réunion hier, présidée par Monsieur MBS, qui entend donc avec cette coalition éradiquer totalement tous les terroristes, les faire disparaître de la terre. D'où cette question aujourd'hui, puisque vous le savez, Redouane, que la semaine dernière la Ligue arabe, ou plutôt la Ligue des États arabes, ou ce que vous m'appelez là comme vous voulez, a rendu le Hezbollah comme une organisation terroriste. Faut-il craindre de ce fait donc une guerre avec le Hezbollah ou contre le Hezbollah? Et bien vous répondez sur Twitter et sur Facebook. Et votre avis nous intéresse, et il est plus que, j'allais dire, majoritaire, pour le oui. En tout cas, vous craignez tous la guerre. On en reparle dans un instant évidemment, et on demandera l'avis de Redouane. Restez bien avec nous. Le grand forum en mode spécial Afrique à l'occasion donc de la tournée africaine de Emmanuel Macron. Sur Twitter, sur Facebook, on vous mettra plein d'articles donc autour de l'Afrique, et on fera tout à l'heure dans l'avis tranché qui se voudra être un avis tranché interactif avec Redouane. Des idées reçues, parce qu'il y en a beaucoup sur l'Afrique, et Redouane me posera ainsi des questions, et vous les posera aussi à vous. On essaiera peut-être de voir si on est dans les préjugés, ou est-ce qu'on est plus dans le vrai, ou parfois dans le faux. Eh bien, on verra tout cela tout à l'heure avec Redouane aux alentours de 17h pour son avis tranché un peu particulier tout à l'heure. Restez bien avec nous, c'est les grands forums. Bon début de semaine sous le signe du froid. Oui, il fait froid et il pleut. C'est un temps pourri, Redouane, aujourd'hui. Un lundi, pas franchement au soleil. Non, mais bon, ça sent le mois de novembre. Ça sent le mois de novembre, ça sent l'hiver qui arrive à grands pas. Bon, heureusement la radio est là pour vous réchauffer. Restez bien avec nous. Un peu de pub, on met de l'argent dans la caisse, on est de retour. Le Grand Forum, votre émission de référence sur France Maghreb 2, bien sûr, tous les jours 16h, 18h, avec votre serviteur pour vous accompagner, bien sûr, accompagné aujourd'hui de Redouane Moumine. Et cette question du jour aujourd'hui, on va parler de cette coalition dont personne n'avait entendu parler, mais pourtant elle a bien existé, bien été créée depuis 2015, donc ça fait 2 ans, réunissant une quarantaine de pays, 40 en l'occurrence ministres de la Défense. Et elle a été présidée hier par MBS, donc de l'Arabie Saoudite, qui entend donc mener, dit-il en tout cas, dans ses intentions, d'éradiquer complètement le terrorisme de la terre.
Faut-il craindre, c'est la question qu'on vous pose, une guerre contre le Hezbollah? Alors vous êtes sur Twitter, eh bien 82% à penser que oui. On vient de passer à 83. 83% sur Twitter maintenant. Et sur Facebook, eh bien vous êtes 79% à penser que oui, effectivement, il faut craindre une guerre. Redouane, est-ce qu'il faut craindre une guerre contre le Hezbollah? La guerre, elle a déjà lieu entre guillemets avec Israël, même si c'est une guerre larvée, puisque Israël n'a entre jamais. Le Hezbollah, Israël, tu veux dire? Alors Israël n'a jamais cessé de bombarder le Hezbollah à l'extérieur du pays, notamment les convois du Hezbollah en Syrie ou en Irak qui transportaient du matériel lourd. Donc cette guerre larvée, elle s'est toujours poursuivie en termes militaires. Il y a eu également des accrochages à la frontière régulièrement. Ensuite, par contre, des pays de la péninsule, enfin des pays du Golfe avec le Hezbollah, ça me paraît personnellement très improbable. Hein. Ouais, tu me disais l'autre fois effectivement ne pas trop y croire. Trop y croire parce que faut quand même se rappeler que si l'armée saoudienne n'a pas été capable de mettre au pas les rebelles Houthis au Yémen, on voit pas comment le Hezbollah, qui est largement mieux militarisé avec des combattants professionnels, on ne voit vraiment pas comment il pourrait les mettre au pas pour le coup. Alors l'Arabie Saoudite qui continue d'être un acteur dans ces différents conflits qui s'ouvrent dans cette région au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite et ses intentions ça peut paraître un peu paradoxal de vouloir mettre à mal le terrorisme alors que l'Arabie Saoudite elle-même a financé aussi le terrorisme. Oui, évidemment. Et ce qui était d'ailleurs très amusant, c'est que donc l'Arabie Saoudite finançait depuis 2013 plusieurs groupes. Alors on dit djihadistes, mais il faut penser que ce sont des groupes djihadistes nationalistes, en fait des milices rebelles en Syrie. Je pense notamment à Ahrar al-Sham, qui est une des plus grosses milices rebelles aujourd'hui en Syrie, qui est réputée donc pour décapiter des gens dans les rues, prendre en otage des civils, prendre d'assaut les boulangeries pour contrôler alimentairement les populations. Ces gens-là ont été largement financés et largement équipés matériellement par l'Arabie Saoudite. Et dans le même temps, en 2015, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont envoyé des avions pour participer à la coalition qui bombardait Daesh. Alors par contre, une erreur qui est commise régulièrement par nos hommes politiques, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire de manière récurrente, oui, l'Arabie Saoudite finance Daesh. C'est une immense ineptie pour une raison simple. Daesh a appelé à ce que les Saoudiens se soulèvent pour faire tomber leur roi. Donc c'est vraiment pas des amis Daesh pour l'Arabie Saoudite. Et quand Daesh a pris le contrôle de la frontière irakienne, irako-saoudienne, les Saoudiens ont eu très très peur, hein, parce qu'ils se sont dit ils peuvent passer la frontière et venir nous agresser militairement. Ouais, effectivement. Donc c'est très complexe. Vous répondez évidemment à cette question. Est-ce qu'il faut craindre donc, eh bien, une intervention, enfin une guerre entre l'Arabie Saoudite ou ses alliés, en tout cas contre le Hezbollah? Que l'Arabie Saoudite peut-être pas elle-même mène cette guerre, mais peut-être invite l'un de ses alliés donc à la faire à sa place. Eh bien, vous répondez à cette question sur Twitter @GF officiel ou sur Facebook France Maghreb 2, bien sûr. France Maghreb 2, bien sûr votre radio pour vous accompagner jusqu'à 18h. Le grand forum. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Christophe. Excusez-moi, là j'interviens pour votre question politique. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Redouane. Voilà, donc à votre question, je vais faire court. Oui. Malheureusement, la Ligue, appelée-là, comme vous avez dit, des pays arabes, ou la Ligue arabe, depuis 48, c'est mort-né. Donc, toutes ces étaient d'abord créées par la puissance anglo-saxonne, Angleterre. Donc, ils sont malheureusement pas libres de leur choix et de leurs décisions. Ça concernant, de toute façon, l'Arabie Saoudite n'a pas participé à la première guerre entre Israël et l'Égypte, la Syrie, tout ça en 48. Ça, c'est pour vous le dire. Bon, maintenant, revenons vite à cette coalition des pays sunnites, malheureusement. Ils sont même pas libres, ils n'ont même pas les moyens. Déjà, le Soudan, là, il faut voir France 24 de nouveau, en français comme en arabe. Le Soudan, carrément, Bachir était à Moscou chez Monsieur Poutine. Il a dit, moi, je veux besoin même être protégé contre la puissance nord-américaine. Ils veulent me faire 5 pays au lieu d'un seul pays. Donc, il se retire déjà. Le plus grand contingent au Yémen, comme il dit Monsieur Redouane, était pas capable d'arriver au bout de milices Houthi. Donc c'est incroyable comme histoire là de Nouveau-France héritier. Donc ils n'ont pas les moyens déjà
Déjà ça, concernant ça, et Monsieur el Bachir, le président, quand il a demandé des bases russes et des avions de nouveau russes, et à la syrienne, il veut carrément rentrer dans la coalition d'Iran. Déjà, il dit que à Moscou, Monsieur el Bachir, il a dit pour moi ça pose pas de problème, c'est normal. Il faut que Bachar reste comme président. Voilà, donc concernant tout ça. Docteur, pour répondre à la question, est-ce que vous craignez vous un conflit contre le Hezbollah? Oui, justement, c'était le conflit. Ils poussaient Israël, mais ils sont intelligents, les Israéliens. Ils n'ont pas intérêt actuellement. Déjà, ils le bombardent. Il l'a dit, Monsieur Radouan, en Syrie. Donc, un conflit, c'est pas possible de le faire parce que ça va faire brûler de nouveau la région. Parce que Hezbollah, il est carrément en Syrie, il est à la frontière irakienne. Enfin, ils n'ont pas les moyens déjà et les Américains les empêchent de faire ça. C'est du bovard, tout ça. C'est-à-dire, malheureusement, c'est pour essayer de couvrir leur échec. Il y aura, moi, je rejoins Monsieur Radouan, il n'y aura pas cette guerre. Peut-être ils ont essayé chez nous au Liban de mettre les uns contre les autres, de faire ce qu'on appelle une guerre civile, mais ça n'a pas encore marché, comme vous le savez. Espérons que ça ne marche pas. Espérons que ça ne marche pas. D'ailleurs, Redouane, peut-être ajouter quelque chose? Oui, c'est exactement ça. Nous sommes d'accord. Pour moi, c'est une opération de communication. C'est pour séduire, notamment l'allié américain, séduire les alliés, le nouvel allié assumé israélien, et une opération de comme celle qui a été faite en 2015. Vous voyez les Émiratis qui disaient on va intervenir en Syrie, ils ont envoyé des pilotes de l'aviation. Et avant d'oublier, et Monsieur Macron ne les laisse pas faire. Le Liban est un précaré français depuis 1937, qu'ils soient chiites, sunnites, druzes, juifs, catholiques, orthodoxes, maronites. La France ne laissera pas, il leur laisse pas les mains libres au Liban. Ça, c'est tout le monde le sait. Voilà, à la question directe, ils peuvent pas, ils sont lâches, ils n'ont pas les moyens de contre-attaquer la France là-bas au Liban. Merci docteur pour avoir répondu à cette question. En tout cas, merci, bonne soirée. 01 40 33 9000, évidemment, tout au long de cette émission pour répondre à cette question centrale. Est-ce que vous craignez une guerre contre le Hezbollah, avec cette réunion de cette coalition qui a été créée, faut-il le rappeler, il y a 2 ans, et qui a tenu sa première grande réunion hier, avec Mohamed Ben Salman, MBS, donc à sa tête. Est-ce qu'il faut craindre un conflit contre le Hezbollah? Vous répondez en nous appelant au 01 40 33 9000, mais aussi sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Redouane, on va en parler dans un instant avec le Yémen, premier sujet de cette émission, mais l'Arabie Saoudite aujourd'hui, on a du mal à comprendre où elle veut aller parce qu'elle part un peu dans tous les sens. Est-ce que c'est peut-être dû au jeune âge de ce prince héritier là? Je pense qu'à un moment donné, il a du mal à s'arrêter. Il bouge un peu dans tous les sens, mais il risque d'y avoir un syndrome de Peters en fait de l'Arabie Saoudite parce qu'ils ne seront pas en capacité de réaliser ce que souhaite faire Mohamed Ben Salman. Par exemple, sur le plan des disponibilités et sur le plan de la capacité militaire, l'Arabie Saoudite est en état d'impuissance, que ce soit pour le Yémen ou d'autres types d'interventions. Son armée est mal équipée, mal formée, c'est une armée relativement fragile, et aujourd'hui, même si son PIB pour la défense, je crois c'est 7% du PIB en Arabie Saoudite qui est consacré à la défense, ils achètent du matériel dernière technologie, des beaux bateaux, etc., mais ils sont pas capables de s'en servir en fait. Et donc je pense que les velléités de Mohamed Ben Salman sur le plan militaire et territorial risquent de se raviser d'elles-mêmes. Méziane est avec nous. Bonsoir Méziane. Oui, bonjour Christophe, bonjour Redouane. Bonsoir. Voilà, bien écoutez, moi je crois que malheureusement ça arrivera parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'ils cherchent, Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis cherchent à démolir l'Iran, et tous les pièges qu'ils ont fait à l'Iran ont tous échoué, en Irak, en Syrie, au Yémen, et ils ont essayé le Liban. Mais je crois qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. J'espère bien sûr qu'ils n'auront pas le dessus, parce que la Syrie, leur plan en Irak n'a pas fonctionné, donc ils veulent pas rester sur un échec. Et l'Arabie Saoudite, poussée par Israël et les États-Unis, est l'idiot utile. Donc je crois que de tôt ou tard ça arrivera, et Inch'Allah que l'Iran va les écraser.
Merci Méziane pour votre avis. Donc 01 40 33 9000. Vous pourrez évidemment à n'importe quel moment aussi intervenir. Outre les sujets que l'on aborde, et justement on parlait d'Arabie Saoudite, effectivement c'est lié avec le sujet qui arrive, puisque l'Arabie Saoudite bombarde avec l'aide de quelques pays d'ailleurs, le Yémen depuis quelques années maintenant. Et le Yémen, alors on peut se poser la question aujourd'hui, est-il un pays oublié? Quand on voit par exemple que 11 millions d'enfants seraient concernés par une aide humanitaire, c'est ce que dit en tout cas l'ONU, l'UNICEF qui est un peu plus alarmiste également sur la situation des jeunes, des enfants et des femmes au Yémen, une situation qui est très compliquée dans le sens où il y a des enfants mineurs qui sont bien lâchés sur les zones de combat, ce qui fait d'ailleurs que beaucoup n'ont plus d'école et que des écoles où doivent se rendre normalement les enfants pour apprendre, on les emmène sur les champs de bataille directement, avec ces images un peu cocasses. C'est des professeurs qui retrouvent d'anciens élèves sur les zones de combat, d'où cette inquiétude et de quoi s'alarmer. Redouane, le Yémen, on n'en parle pas, ou peut-être 2-3 lignes de temps en temps dans un communiqué, mais le Yémen, comment expliquer ce manque d'intérêt concernant le Yémen? J'ai envie de dire même, pour faire un peu de provocation, si vous me le permettez, de la part de cette communauté musulmane qui reste quelque peu silencieuse sur la situation et le sort du Yémen, parce que il y a des pays arabes qui bombardent le Yémen, et ça dérange et ça pousse au silence quelques personnes. Voilà, un pays oublié, le Yémen, Redouane. Oui, complètement. On est complètement d'accord là-dessus, et je vais même pousser la provocation un peu plus loin, quitte à ce que des auditeurs mécontents nous appellent. Je pense que notre communauté aime les conflits binaires. Conflits binaires, j'entends Israël vs Palestine, ou l'armée birmane contre les Rohingyas. On est dans des conflits binaires où le camp que nous devons soutenir est très simple. Dans le cas yéménite, où nous avons 5 ou 6 acteurs, tous musulmans, sunnites à l'exception d'un, sont difficiles à percevoir. On ne les connaissait pas avant. Quand même, 5-6 gros acteurs, je parle. Et à l'exception des Houthis, les autres donc sont sunnites, et donc on a des difficultés à percevoir qui seraient les gentils entre guillemets de qui seraient les méchants, qui nous devons soutenir en tant que musulmans bienveillants et pacifistes. Et le deuxième problème évidemment, c'est que nous ne sommes pas du tout informés, nous ne savons pas ce qui se passe. Le conflit yéménite donc qui remonte à 2011 avec la chute du président Saleh, en fait a eu 3 ou 4 rebondissements extrêmement importants, mais qui ont été difficiles à présenter pour les médias parce qu'ils étaient complexes, ont été donc finalement abandonnés, et aujourd'hui plus personne ne sait vraiment ce qui se passe, qui est contre qui et pourquoi. Et la dernière chose, c'est que on a un vrai lobbying de la part de l'Arabie Saoudite pour faire en sorte que, et ça je l'assume totalement, je ne suis pas dans le complotisme, mais je l'assume totalement, on a des cabinets de lobbying de l'Arabie Saoudite qui ont des relais dans des pays comme notamment la France avec Publicis, qui font en sorte que ce conflit yéménite ne soit pas abordé et que la catastrophe humanitaire qui est en train de se produire soit totalement relativisée. Et alors, est-ce qu'on peut essayer de faire la jouer simpliste, Redouane, pour que les auditeurs peut-être comprennent un peu mieux? Est-ce que aujourd'hui le Yémen, ou plutôt les habitants de ce pays qui s'appelle le Yémen, est-ce qu'ils sont pris en otage dans un conflit aujourd'hui que se mènent l'Arabie Saoudite et l'Iran? Totalement. C'est un des nombreux conflits par procuration qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Au départ, donc, on avait une population régime contre une population qui soutenait le régime en place et son président. Et suite à cet effondrement, il y a eu de nombreuses péripéties. Les coalitions se sont éclatées ou alors se sont remodelées. Et au milieu de cet imbroglio, les Houthis, donc, qui étaient depuis longtemps entre guillemets dans l'ombre et qui ont voulu gagner en autodétermination et prendre le pouvoir en fait dans les régions où ils étaient, ont réussi à s'émanciper uniquement grâce à l'Iran, qui a apporté en masse du matériel militaire et des armes. Ce matériel militaire et ces armes passaient par des barques la nuit.
et ensuite étaient affrétés sur les plages où les Houthis les récupéraient. Et de l'autre côté, donc la coalition du nouveau président qui n'est pas reconnu par tous était en difficulté notamment militaire, l'armée était complètement éclatée, et là l'Arabie Saoudite est intervenue en disant on va vous donner un coup de main, et vous n'aviez pas d'aviation, donc on va faire le travail à votre place dans les airs. Faut-il aussi rappeler, et c'est là aussi toute l'inquiétude, c'est que beaucoup, pour ne pas dire quasiment toutes les ONG ne peuvent pas intervenir au Yémen parce que il n'y a aucune zone sécurisée. Bien sûr, et il y a de nombreux kidnappings, que ce soit pour l'UNICEF, pour que ce soit pour l'organisme des réfugiés de l'ONU, ou même pour des grandes ONG, je pense à la Croix-Rouge internationale, etc. Il y a eu de nombreux kidnappings, il y a eu quelques assassinats ciblés, et donc qui ont traumatisé entre guillemets le monde de l'humanitaire, et il est arrivé que certaines zones qui étaient sous contrôle militaire par un des camps soient le lendemain abandonnées parce que Daesh en avait pris le contrôle. Oui. Daesh est installé aussi au Yémen ? Oui. Ils sont installés au Yémen. Alors le groupe djihadiste internationaliste traditionnel au Yémen, c'était l'AQPA, Al-Qaïda en péninsule arabique, qui reste relativement puissant car c'est un nid idéologique pour Al-Qaïda dans le monde, et c'est un espace de formation. On rappelle que les frères Kouachi qui ont fait l'attentat contre Charlie Hebdo sont allés se former au Yémen à l'époque. Oui, exact. On en a parlé d'ailleurs dans l'actualité. Alors comment expliquer, Redouane, que la presse, j'allais dire même la presse internationale, qui est pourtant pour certains journaux ou certaines presses est plutôt à l'affût et essaie d'informer. En tout cas, on ne retrouve quasiment rien sur le Yémen. Pourquoi? C'est la difficulté de ce conflit. Alors il y a la difficulté du conflit, et après il y a la difficulté d'avoir des correspondants tout simplement, et ça c'est lié au fait que... C'est difficile de parler de choses que on ne voit pas, ou on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Exactement, c'est la même chose que pour le conflit syrien. On avait pour le conflit syrien moins de difficultés pour la raison que des correspondants locaux syriens apportaient de l'information et du matériel visuel, des images, auprès des grandes agences de presse. Par exemple, l'AFP travaille avec des collaborateurs syriens qui lui fournissent des images, des rubriques, etc. Ouais, mais par contre, pour le conflit syrien, on avait aussi cet observatoire de Syrie qui est basé apparemment à Londres, oui, et qui rapportait des informations qui n'étaient pas tout en vrai, et que tous les médias occidentaux se fiaient évidemment à cette espèce d'organe de presse improvisé, j'ai envie de dire. Oui, exactement, tu as raison. Mais il y avait tout de même en Syrie des Syriens capables d'apporter une information brute. Dire voilà, là il s'est passé un attentat, il y a tant de morts, on sait qu'il y a tant de morts parce qu'on est allé à l'hôpital, il se passe ça. Donc l'AFP a toujours pu se débrouiller, par exemple, pour avoir une information relativement fiable. Après, la question comment elle allait être analysée, évidemment, c'est plus complexe. Pour le Yémen, il n'y a pas de correspondants, il y en a quelques-uns qui ont eu le cran d'y aller, mais qui sont très vite repartis, car les conditions sont très compliquées, quasiment tout le pays est sous bombardement. Et ensuite, il y a un travail de lobbying et de discrétion. Longtemps, on a tenté de faire de rendre invisible tous ces réfugiés yéménites qui ont fui le pays et sont venus se réfugier à Djibouti et la Somalie. Et qui avait beaucoup de choses à dire sur le conflit pour le coup. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quand même affligeant de dire qu'un pays comme la Somalie, qui est quand même dans un état de développement exécrable, se voit dans l'obligation d'accueillir des Yéménites qui fuient la guerre, et pendant longtemps sans avis de la communauté internationale et sans aide de l'ONU. Alors, dernière question sur le sujet, sur le Yémen, Redouane, est-ce que comment peut-on comprendre que les dirigeants de ce monde qui se sont réunis là pour les Rohingyas, pour d'autres situations, pour d'autres catastrophes, ne mettent pas la pression sur l'Arabie Saoudite? Alors pourquoi l'Arabie Saoudite? Parce que c'est elle qui est à la tête de cette coalition qui bombarde le Yémen. Pourquoi il n'y a pas ce travail aussi, comme on peut faire, des petites phrases aussi, en parlant de nettoyage ethnique, parce que pour le coup on peut en parler là aussi, du Yémen complètement, de crimes contre l'humanité même, n'hésitons pas à le dire. Complètement. Voilà. Donc pourquoi il n'y a pas ce travail de pression des dirigeants du monde concernant le Yémen? Est-ce que tu as entendu parler ces 2 dernières années de violences étatiques au Tibet ou contre la minorité musulmane qui vit, les Ouïghours, qui vivent à l'ouest en Chine? Est-ce que tu en as entendu parler de la part de nos États? Non.
Eh ben voilà, parce qu'on n'avait pas envie d'embêter les Chinois avec ça, et tout comme on n'a pas envie d'embêter les Chinois qui sont dans leur marge avec les Ouïghours, on n'a pas envie d'embêter les Saoudiens qui sont dans leur marge, parce qu'on sait que le conflit au Yémen est vital pour la sécurité entre guillemets de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que si le Yémen devient sous contrôle des Houthis, ils avaient pris le contrôle de la capitale, Sanaa, ils la détiennent toujours. Ouais. Alors les Houthis, est-ce qu'on peut peut-être présenter un petit peu aux auditeurs, parce qu'on parle de mots, peut-être que les gens ne savent pas un petit peu de quoi on parle. Les Houthis, ce sont des populations montagnardes, donc alors elles sont chiites, mais c'est ce qu'on appelle les chiites ismaélites. C'est pas vraiment les mêmes chiites qu'en Iran, qui sont les duodécimains. En gros, il y a une histoire d'imams qui sont reconnus, des grands imams qui sont reconnus dans l'islam chiite. Chez les Iraniens et au Liban, il y en a 12, tandis que au Yémen, ils en ont que 7. Donc c'est pas vraiment les mêmes, mais il y a une solidarité chiite qui se constitue contre le monde sunnite. Donc les Houthis sont soutenus par l'Iran, par exemple. Ils sont soutenus totalement par l'Iran depuis 10 ans, et ce qui s'est passé, donc, c'est que les Houthis voulaient leur autodétermination parce qu'ils étaient brimés par une majorité sunnite qui avait le pouvoir, le contrôle. Et donc il y a eu plusieurs révoltes Houthis depuis le début des années 90, et la plupart ont été réprimés dans le sang. Et là, ce qui s'est passé, c'est que avec les révoltes de 2011 à travers le pays et le départ du président Saleh, ils se sont dit c'est le moment, faut qu'on prenne notre envol, et donc ils ont commencé à organiser une autodétermination dans les territoires qu'ils contrôlaient, à dire maintenant on est souverain de nous-mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite ils sont entrés en conflit avec plusieurs autres acteurs qui étaient sur place, et le conflit petit à petit s'est cristallisé entre eux, et ils ont décidé de passer à l'attaque et d'aller occuper des zones où il n'y avait pas de Houthis. Et à ce moment-là, ils ont réussi à prendre le contrôle d'environ un tiers du pays. Ouais. Et c'est là que l'Arabie Saoudite, voyant la menace arriver, a dit on doit intervenir, les Houthis deviennent beaucoup trop dangereux. Donc ils soutiennent l'Arabie, les rebelles. Alors, en fait, l'Arabie soutient le nouveau président, Hadi, qui est un président sunnite, soutenu par la majorité sunnite au Yémen, et les Houthis sont alliés à des tribus arabes sunnites, donc il y a des sunnites qui soutiennent les Houthis parce qu'ils ont intérêt à ce que l'autre président tombe. D'accord. C'est pour ça, c'est une alliance de circonstances. Voilà, vous comprenez peut-être toute la difficulté, la complexité évidemment de ce conflit. Peut-être que, alors j'allais dire, c'est pas normal, mais peut-être que la complexité de ce conflit, eh bien, n'incite pas à ce que la grande presse en parle pour essayer d'essayer de rapporter une information claire. Aussi le fait que il n'y ait pas de correspondant ou quasiment pas au Yémen, d'où notre question. La question aujourd'hui, le Yémen est-il un pays oublié? Je pense qu'on peut dire largement oui. Oui, bien sûr. Et la dernière chose qu'on doit dire à propos du Yémen, c'est quand même qu'il y a eu 3 guerres au Yémen depuis le début des années 80, qui évidemment ont créé beaucoup de frustration et de souffrance. Et là, à partir de 2011, quand on commençait les manifestations au Yémen, toute cette frustration et ces souffrances se sont réveillées et chacun a voulu prendre sa revanche. Ouais, évidemment, c'est pas bon. Dans un instant, évidemment, on est de retour avec un invité tranché un peu particulier aujourd'hui. Ça va faire un peu interactif à l'occasion de cette semaine de l'Afrique que l'on consacre donc dans le Grand Forum, et à l'occasion aussi de la tournée de Emmanuel Macron qui part donc pour la première fois depuis qu'il est élu président faire une petite mini tournée africaine. Un vrai ou faux sur les idées reçues sur l'Afrique à suivre sur France Maghreb 2 avec Redouane Moumine. LGF, le Grand Forum, jusque 18h sur France Maghreb 2 avec Redouane Moumine qui est avec nous. 01 40 33 9000 évidemment pour intervenir. Nous parlions du Yémen il y a quelques instants, un pays oublié, et cette question du jour maintenant, avec bien sûr la possibilité d'y répondre sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel, à savoir que nous parlons de cette coalition qui a été créée donc il y a 2 ans et qui a tenu sa première grosse réunion, j'allais dire hier. 40 ministres de la défense de pays en majorité sunnite, bien sûr, présidés par MPS, et qui propose donc d'éradiquer ou de mettre à mal tout le terrorisme de la terre. Faut-il craindre une guerre contre le Hezbollah? C'est la question que l'on vous pose, et pour l'instant vous êtes en grande majorité, aussi bien sur Facebook que sur Twitter, à dire effectivement qu'il faut craindre cette guerre contre le Hezbollah, puisque vous êtes 83% à dire oui sur Twitter, 79% à dire oui sur Facebook. Vous
continuez en tout cas de nous donner votre avis qui nous intéresse, sur Facebook et sur Twitter. Facebook France Maghreb 2, LGF officiel sur Twitter. Pour nous, évidemment, pour nous donner votre avis qui nous intéresse. Allez, c'est parti maintenant. On va faire un avis tranché un peu particulier avec notre ami Redouane Moumine. Jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Effectivement, un avis tranché un peu particulier, un avis tranché qui se veut interactif, Redouane. Exactement. On va essayer d'analyser si nous avons de bons avis en général sur l'Afrique ou si nous souffrons d'idées reçues. Ah oui, très bien. Et donc on va se prêter à un petit jeu, je pense, Christophe. Je vais te demander pour chaque questionnement si c'est vrai ou si c'est faux. Oui. Ton propre avis, et puis D'accord. après on verra. Et ça permettra aux auditeurs de se poser également la question avant d'avoir la réponse. Très bien. Alors, première question, Oui. l'Afrique est-elle balkanisée ? Je n'en ai absolument aucune idée. Bon, je vais dire vrai. Eh oui, c'est plutôt vrai. L'Afrique souffre d'une balkanisation depuis 30 ans. Alors qu'est-ce qu'on entend par balkanisation ? C'est le fait qu'on ait un morcellement des pays, un morcellement des États. Et ça, en fait, c'est surtout dû au fait que l'Afrique a souffert des frontières dessinées par les pays coloniaux à l'époque, par la France et le Royaume-Uni notamment. Et donc, on a eu des découpages qui ont posé des difficultés en termes d'harmonie entre les tribus, les ethnies, etc. Mais ça reste à relativiser. Alors, est-ce que tu sais combien il y a de pays en Afrique ? Si je ne m'abuse, je crois qu'il y en a 54. Exactement. Alors, la plupart des manuels que vous avez ne sont pas forcément à jour à la maison. Ils vous diront qu'il y a 53 pays, mais on ne doit pas oublier le Sud-Soudan, donc, qui est devenu indépendant en 2011. Et nous avons également quelques pays qui, aujourd'hui, réclament une indépendance, mais ne sont pas reconnus comme tels. Et tu me donneras l'exemple de... Des pays qui sont pas reconnus comme tels. Ouais. Qui ont déclaré leur indépendance, mais cette indépendance n'est pas reconnue sur le plan international. Il y en a un normalement qui nous reste tous à l'esprit, c'est le Sahara occidental. Ah oui, oui. Exactement. La dernière chose que je voulais vous dire là-dessus, c'est que il faut aussi relativiser sur le fait que les autres continents espaces ont de très gros pays en termes de superficie. L'Afrique, c'est à peu près 30 millions de kilomètres carrés. Et pour se faire une idée, les États-Unis, c'est 10 millions de kilomètres carrés. La Chine, c'est 10 millions de kilomètres carrés aussi. Donc si la Chine et les États-Unis, on essaye de l'imaginer, étaient dans le continent africain, ils occuperaient les 2/3 du continent. Absolument incroyable. Alors, question suivante. Oui. On va se poser la question de est-ce que la forêt recule en Afrique ? Est-ce que la forêt recule en Afrique ? Je serais tenté de dire oui. Eh bien non. Ah bon ? La forêt ne recule pas en Afrique. Alors c'est une idée reçue dans le sens où depuis les années 80, certains pays ont souffert de la déforestation massive liée à l'industrie du bois, mais également aux incendies. Et l'exemple le plus probant dont on parlait en France à l'époque, c'était la Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que sur le continent africain, petit à petit, la forêt est en train de reprendre ses droits sur la savane, et que donc on a plusieurs millions de kilomètres carrés de savane qui sont devenus forêts en 25 ans. Donc la forêt ne recule pas globalement en Afrique, elle recule au niveau du Sahel, ça c'est vrai. Et la dernière chose à dire, c'est que certains pays qui se sont spécialisés dans l'industrie du bois, comme par exemple le Gabon, où il y a beaucoup d'entreprises françaises et chinoises qui coupent du bois, pour un arbre coupé, aujourd'hui la norme au Gabon, c'est un arbre replanté. Très bien. Bon, là j'ai faux, hein. Oui, tu as faux, alors on va poser... Vous pouvez m'aider, les auditeurs, 01 40 33 9000. Ah bah avec grand plaisir, s'ils ont quelque chose à dire. La question suivante qu'on va se poser, c'est sur le VIH. Le VIH est-il en train de menacer la démographie de l'Afrique ? Oui. Oui, totalement. Malheureusement. Alors, le chiffre à retenir, c'est que 25 millions donc de la population africaine est infectée aujourd'hui par le VIH. 25 millions. C'est énorme et ce chiffre est à relativiser en fait en fonction des régions africaines. Donc il faut savoir que le nord de l'Afrique est beaucoup plus épargné que le sud de l'Afrique. Je parle même en termes d'Afrique subsaharienne. Le nord de l'Afrique subsaharienne est moins touché que le sud. Ouais. Et avec des évolutions d'un pays à un autre, par exemple des pays comme l'Ouganda ou le Kenya étaient très touchés dans les années 90 et aujourd'hui ont réussi à relever le défi d'apporter des soins et de limiter la propagation. Et à l'inverse des pays comme le Cameroun, qui était très épargné, subit une explosion du VIH depuis 5 ans.
et donc qui fait l'objet de toutes les attentions de l'ONU parce qu'on est très inquiet pour ce pays. La propagation du VIH, en plus de tuer la jeunesse, risque de tuer l'économie. Et la dernière petite question que je vais te poser, c'est quel est le pays en termes de proportion qui est le plus touché par le VIH? Est-ce que tu aurais une idée? Ça c'est une bonne question, je le savais, mais je l'ai complètement oublié. Je peux te dire au hasard quoi? Au hasard, un pays par là, l'Éthiopie, non? Non, c'est la pointe sud, en fait, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ah oui. Et oui, 30% de la population de l'Afrique du Sud est infectée par le VIH. Ouais. Donc c'est un chiffre extrêmement inquiétant, mais disons que la propagation s'est faite à la fin des années 80 et qu'aujourd'hui cette propagation s'est stabilisée et donc l'Afrique du Sud arrive petit à petit à protéger donc sa population. On en fait un dernier. Vas-y, moi j'aime bien les questions. Le processus démocratique, réussite ou échec? Alors si on peut parler en globalité, on va dire échec. Ah, c'est une bonne chose. Enfin, une bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que si on devait reprendre depuis les années 50, la fin des années 50 et la fin des années 60, au moment des processus de décolonisation, effectivement, il y a eu beaucoup d'échecs dans les processus démocratiques. Mais on ne doit pas oublier que depuis 25 ans, la démocratie est en train de se développer partout. À vitesse extrêmement importante. Ah oui. Et que alors le chiffre, c'est entre 1990 et 2000, 21 chefs d'État africains ont perdu les élections et ont accepté de quitter le pouvoir. Donc on a une véritable évolution du processus démocratique. Évidemment, on a tous en tête le fait qu'on a des despotes africains bien médiatisés qui viennent contredire ce phénomène. Ouais. On pense notamment à Ali Bongo, avant on avait Muammar Kadhafi, etc. Mais l'autre élément important, c'est de parler donc du Nigeria, qui est un des pays les plus peuplés d'Afrique. Le Nigeria, qui souffre d'une déstabilisation majeure liée notamment à Boko Haram, a réussi ces dernières années à maintenir toutes ses élections et à réussir tous ses processus démocratiques. Incroyable. Donc il y a des prouesses qui sont obtenues et aujourd'hui les indices de démocratie, comme on les appelle à l'ONU, sont les plus élevés au niveau de l'Afrique orientale, où la démocratie se porte le mieux. Quel est le pays d'ailleurs le plus menacé par Boko Haram? Ah, c'est le Nigeria. Sans problème. C'est le Nigeria et le Nigeria a vraiment été déterminé comme la cible par les dirigeants de Boko Haram. Ils sont à la frontière camerounaise et s'implanter au Cameroun ne les intéresse pas, tout simplement parce que la population est majoritairement chrétienne. Eux préfèrent intervenir directement dans le Nigeria où les leaders étaient historiquement originaires, et à l'inverse, avec le Cameroun, ils font du commerce. C'est-à-dire que au Nigeria, Boko Haram fait du pillage, et il va revendre tout ce qu'il a pillé au Cameroun. Très bien. Et puis peut-être une question que tout le monde se pose, le plus grand pays d'Afrique en superficie aujourd'hui? Ah, moi j'ai envie de dire 1, 2, 3. Vive à l'Algérie. Et voilà. Depuis que le Soudan a été séparé. Exactement. Parce qu'avant c'était le Soudan. Voilà. Et l'Algérie est également le pays de Méditerranée le plus grand. Ah oui, de Méditerranée. Ouais, en superficie également. Bon, on a appris des choses en tout cas. Merci beaucoup. La dernière chose que je voulais donner, donc, c'est que, à travers ces idées reçues ou ces questionnements qu'on a sur l'Afrique, on se rend compte qu'on la connaît très mal, cette Afrique, parce qu'elle est peu médiatisée en tant que telle. Ah oui, ça c'est clair. Et donc, on a un super livre de Georges Courade. Que tu peux montrer à nos Facebookers? Oui. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas là sur mon téléphone, mais on pourra le poster sur le Facebook et le Twitter, donc de Georges Courade. 50 idées reçues sur l'Afrique, édition Belin, et vraiment ce sont 4 pages de pure instruction bénéfique, un vrai bonheur en termes universitaires. Voilà. Merci beaucoup Redouane, en tout cas on a appris beaucoup de choses, c'était en direct sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, merci beaucoup. Bien sûr, alors on va, avant de passer à notre zapping qui est ma foi assez court aujourd'hui, accueillir notre amie Sofiane Nakdari qui est avec nous. Salut Sofiane. Oui, salut Christophe, et salut Redouane. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir juste sur le Yémen et rappeler quelques faits historiques juste sur l'histoire du Yémen. Oui, qu'elle est très peu connue. Oui, il faut rappeler que le Yémen, il y a beaucoup de pays qui se sont cassés les dents dans ce Yémen qui n'a jamais été colonisé. Il y avait Jamal Abdel Nasser à l'époque, il voulait s'acquérir le Yémen, il s'est cassé les dents.
Et à l'époque, l'Arabie Saoudite sunnite s'est alliée au Shah d'Iran chiite afin de combattre Jamal Abdel Nasser. Et il faut rappeler que la Turquie n'a jamais pu mettre les pieds. Ils ont perdu plus de 400 000 hommes. Et je viens de t'envoyer, Christophe, une chanson turque qui pleure jusqu'à l'heure actuelle, le Yémen. Ce Yémen, tout le monde s'est cassé les dents et l'Arabie Saoudite ne sera pas le dernier pays à se casser encore les dents. Et l'implosion de l'Arabie Saoudite viendra du Yémen. Il faut rappeler, il y a une phrase du père fondateur de l'Arabie Saoudite, Faisal Ben Abdelaziz, il disait que la richesse de l'Arabie Saoudite vient de la pauvreté du Yémen et la pauvreté de l'Arabie Saoudite viendra de la richesse du Yémen. Pour dire que lors des accords qui ont été signés entre l'Arabie Saoudite et Ali Abdullah Saleh, qui est aujourd'hui l'allié des Houthis, il était interdit du Yémen d'exploiter les champs gaziers et les champs pétroliers, qui sont au nord, qui sont à la frontière. Et aujourd'hui, les Houthis, avec l'alliance militaire de Ali Abdullah Saleh, ont acquis même des territoires anciennement yéménites qui ont été volés par l'Émirat de l'Arabie Saoudite, qui sont par exemple Najran et Jizan, et qui sont pas du tout exploités. Et il faut savoir que les experts vous disent, c'est 4 fois le pétrole, 4 fois la richesse le pétrole saoudien existe dans cette frontière. Et c'était interdit aux Yéménites, c'est pour ça qu'il y a une telle pauvreté, interdit de l'exploiter. Et parmi les buts de guerre, bien sûr, c'est le pétrole, et il y a le détroit de Bab el-Mandeb, qui est une entrée et sortie de pétrole et de gaz dans cette région. Et il y a un accord qui a été signé entre l'Arabie Saoudite et Israël afin de créer un pont entre Djibouti et le Yémen. Et cela, il faut prendre la ville de Sanaa. C'est pour ça que la ville de Sanaa a été en premier conquise par les Houthis, parce que c'est un but stratégique de l'Iran afin d'interdire ce pont d'être construit entre les Israéliens qui sont à Djibouti et l'Arabie Saoudite qui voulait prendre de ce sud du Yémen qui est très important aux yeux des Saoudiens. Le nord, ils l'ont conquis, mais maintenant le sud, sauf que tout est en train d'être chamboulé. Pour le moment, on sait que le Yémen, aujourd'hui, les Saoudiens sont en train de fuir. Il y a un an et demi, ils ont ramené même des savants du Coran, histoire de lire, de lire des versets coraniques, parce qu'ils disent qu'il y a du suhour, par exemple, contre les soldats saoudiens. Ils sont en train de fuir les soldats yéménites qui sont pauvres et qui ont juste une arme et qui arrivent à combattre une armée suréquipée, y compris, même il y avait des pilotes israéliens qui commandaient des F-16 américains, mais avec un drapeau saoudien, pour dire cette coalition. Après, maintenant, je ne sais pas ce que Redouane, avec toutes ces informations concernant l'accord secret entre Israël et l'Arabie Saoudite, parce qu'il faut le définir, parce qu'un tel silence ne peut être qu'avec un feu vert américano-sioniste. C'est clair, cette guerre contre le pauvre peuple yéménite, qui subit aujourd'hui des fléaux du choléra, de la famine, de la pauvreté, et tout la complicité bien sûr de millions de musulmans qui restent silencieux par complicité, par ignorance, mais on est responsable en grande partie. Alors Sofiane, bouge pas. Redouane, peut-être sur tout ce que vient de dire Sofiane, d'abord, réaction. Je suis totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Sofiane. J'aurais même rajouté 2 petites choses. D'abord sur la capacité de déploiement militaire de Houthi, alors que les Saoudiens attaquaient au sud, plusieurs groupes militaires Houthi ont passé la frontière saoudienne et ont réussi à prendre d'assaut une base militaire saoudienne, ce qui est une humiliation totale dans la région. Évidemment, cet acte militaire a été caché comme ça a été possible par le régime saoudien, mais il a fait peur. Notamment aux responsables institutionnels qui sont dans les palais saoudiens, que il risquait en termes de pertes, il risquait plus de perdre que de gagner dans cette affaire yéménite. Et la deuxième chose, c'est en termes de famine et de pauvreté, plusieurs responsables d'ONG qui se sont rendus sur place ont dit: on est en train de voir la même chose qu'à Haïti, c'est-à-dire les gens qui mangent la terre, qui font des galettes de terre parce qu'ils n'ont plus rien d'autre. Incroyable. Sofiane, peut-être pour répondre à la question, parce que ton avis, je sais que tu es en tout cas quelqu'un d'aguerri par rapport à cette situation du Moyen-Orient. Est-ce que toi, tu crains, alors Redouane nous a dit que non tout à l'heure, mais en majorité sur Facebook et sur Twitter, c'est oui qu'il l'emporte. Est-ce que tu crains une guerre contre le Hezbollah?
Une guerre contre le Hezbollah, bien sûr, moi je crains parce qu'on est en face de gens qui font pas de la réelle politique ou du pragmatisme. Ils prennent la vengeance et la rancœur en vérité comme seul conseiller. Les Saoudiens, ils se sont cassés les dents maintenant. On parle du Yémen, c'est depuis l'arrivée de Mohammed Ben Salman comme prince héritier qui a mené cette guerre, qui voulait à travers cette guerre arriver au trône. Il veut acquérir une victoire afin de succéder en vérité à son père. Et moi, je n'écarte pas une guerre contre le Hezbollah, mais pragmatiquement, quand on fait de la réelle politique, on dit c'est impossible. C'est impossible qu'ils puissent s'aventurer, mais vous savez, personne ne doutait un instant que Saddam Hussein allait conquérir le Koweït et s'est tiré une balle dans le pied. Est-ce que les Saoudiens vont avoir l'aval des Israéliens parce que l'Israël aujourd'hui, le numéro 1, c'est le Hezbollah? On sait qu'il y a des bases militaires iraniennes qui se sont en train d'installer au Golan syrien. Est-ce que Israël va rester les bras croisés? Je ne le pense pas. Est-ce qu'elle est dans la capacité de mener cette guerre? Elle est dans l'incapacité même. Est-ce qu'on a le chef des armées, Izankov, il vient de le dire aujourd'hui, comme quoi que c'était dans l'incapacité? Est-ce qu'ils vont pousser l'Arabie Saoudite de faire le sale boulot, d'en finir premièrement avec le royaume des Saoudiens qui devient très lourd à porter au niveau des alliances stratégiques dans la région, afin de régler d'un seul coup le problème du Hezbollah et du royaume d'Arabie Saoudite? Moi, je n'écarte pas du tout. Hein. Il faut faire très attention à un lion qui est blessé. L'Arabie Saoudite, elle avait depuis les accords de Quincy et des accords des Américains afin de la protéger contre le dollar et le pétrole. Aujourd'hui, elle est en train de perdre énormément de terrain. Elle est en train de perdre des alliances stratégiques. Est-ce qu'elle va accepter ce statut ou bien de pousser vers le suicide? Moi, je n'écarte pas. Personne n'est à l'abri. Qui pouvait penser un instant qu'ils allaient capturer un premier ministre libanais, leur allié? Al-Hariri, c'est une création saoudienne. Il est saoudien de naissance. Et il a été capturé pendant 15 jours et il a été humilié, en vérité. Qui l'aurait pensé? Personne. Surtout les Libanais. Aujourd'hui, vous avez des déclarations du ministre de l'Intérieur, Nouad El-Machnour. Il vous dit on nous traite comme du bétail. Personne. Est-ce qu'ils vont se venger du Liban? Est-ce qu'ils vont pousser une guerre pour se venger parce qu'ils perdent énormément de poids au Liban aujourd'hui? Il leur reste quoi aujourd'hui dans les pétromonarchies, vous avez le Qatar qui se révolte contre l'Arabie Saoudite, vous avez le sultanat d'Oman, vous avez le roi du Koweït qui ne sont pas. Il leur reste que deux. Il leur reste le Bahreïn qui a été conquis par l'armée saoudienne lors de la révolte du printemps bahreïni. Et vous avez les Émirats avec son alliance avec Mohammed Ben Sheikh Ben Zayed. Les deux seuls alliés qui restent fidèles. Redouane, la Turquie et la tu entends les arguments de Sofiane, Redouane? Oui, c'est marrant, hein. On est totalement d'accord sur les arguments, sur le fait que le risque, c'est que MBS soit quelqu'un d'irrationnel et que à un moment donné, sur un coup de folie, ils disent on y va. Mais moi, je n'y crois pas du tout parce que si les Israéliens n'y vont pas, pour moi les Saoudiens n'y vont pas. Et mon deuxième avis personnel, c'est que si ça doit péter, ça ne pètera pas avec le Hezbollah, ça pètera sur le Golan. Et parce qu'aujourd'hui, on a ces bases iraniennes au Golan, on a Israël, on a des tanks jordaniens qui ont passé la frontière, l'armée jordanienne dans des tanks américains qui a passé la frontière et qui donne un coup de pouce aux rebelles contre l'armée de Bachar. Et Tanef, dans la région du Tanef. Et Tanef, et même au sud de Daraa. Et voilà. Mais la Jordanie, Redouane, elle est très divisée aussi. Hein. Le roi de la Jordanie, il risque son royaume. Il faut savoir qu'il y a une alliance militaire ancienne entre les militaires jordaniens et les militaires syriens. Il le sait qu'il est très affaibli, malgré qu'il a fait un travail énorme dans le soutien des terroristes dans la ville de Daraa, etc. Dans le soutien, mais ça reste toujours limité. Est-ce qu'il va aller au suicide? C'est un suicide aussi. Hein. Ah, mais c'est un suicide. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça fait un acteur de plus dans le coin. Et la dernière chose, c'est on a cette espèce d'enclave tenue par un groupe affilié à Daesh qui est en plein milieu. Personne ne sait ce qu'on va vraiment en faire parce que personne n'ose aller les déloger. Donc ça fait beaucoup d'acteurs qui sont tous sur le pied de guerre et ils sont tous autour de ce Golan. Et je pense qu'aujourd'hui, le principal cauchemar de Netanyahou, c'est ce plateau du Golan avec des Iraniens en face. C'est mon avis. Ah, c'est clair. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas oui ou non, parce qu'on est en train,
comme au début de la guerre et lorsqu'il a eu l'intervention russe, Vladimir Poutine a bien dit une phrase, que les cartes du Moyen-Orient, du nouvel ordre mondial sont en train d'être dessinées à Damas. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une nouvelle carte qui est en train d'être dessinée sous nos yeux, sous des prétextes de démocratie, de révolte, de libération des peuples, mais en vérité, c'est la mainmise du pétrole, du gaz, des oléoducs, des détroits, d'Ormuz, de Bab el-Mandeb, etc. Des cartes géographiques sont en train d'être dessinées. Et moi, je pense, à mon avis, que vu que Israël n'a pas fait la guerre pour le Kurdistan irakien, que leur agent, M. al-Barazani, a reçu une claque, vraiment une grande claque de la part des Iraniens avec les Turcs, avec le soutien de Hajj al-Sha'bi et les Irakiens, l'Israël ne mènera pas de guerre. Et est-ce qu'elle pourra utiliser les Américains comme avant, sauf que les Américains aujourd'hui ne veulent plus de faire de guerre parce que la guerre de l'Irak de 2003 leur a coûté très très cher au niveau de l'opinion publique, au niveau de leur image, au niveau international. Il leur reste le seul allié aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, qu'aujourd'hui nous a sorti tous leurs savants pour légitimer cette alliance avec Israël. L'Israël lui ne reste que de l'Arabie Saoudite pour faire cette guerre. Et vu que c'est des tribus qui prennent toujours la rancœur et la vengeance comme conseillers, je ne doute pas un instant que MBS pourra se tirer une balle dans le pied à son royaume et à l'éclatement complet du royaume. Et là, on reviendra à une carte. Sofiane, oui. Redouane, c'est pas Bachar al-Assad qui a dit on vient de donner une leçon à tous les ennemis de la Syrie pour au moins 40 ans. Exact. Oui, c'est lui qui a dit ça. Hein. Oui, il a dit ça. Sofiane, tu confirmes ou pas? Oui. 120 pays. Il y a une alliance de 120 pays contre la Syrie, il faut le rappeler. 120 pays, plus d'une centaine de chaînes de télévision, des centaines de milliards qui ont été déversés, des centaines de milliers des dizaines de milliers de personnes qui ont été recrutées à travers toute la planète pour les déverser, ces crapules, pour détruire la civilisation qui est dans le Chem, dans le pays du Levant, et détruire l'Irak. Et aujourd'hui, ces pays résistent. C'est une civilisation. C'est un peuple décivilisé. C'est une leçon que va être donnée dans les livres d'histoire que vient de donner aujourd'hui cette alliance. Et aujourd'hui, il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux entre les militaires russes, les militaires iraniens, les militaires irakiens et les militaires syriens qui se sont rejoints tous dans la région de Boukamel, dans cette conclave qui vient d'être libérée également, et qui donne cette alliance entre des orthodoxes chrétiens, des musulmans chiites, des musulmans sunnites, afin de détruire cet arriérisme qui existe aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui a toujours été l'allié de l'américano-sionisme, afin de détruire cette libération des peuples dans cette région. Il faut juste rappeler une phrase, et je vous laisse tranquille. Il faut se rappeler que lorsque Jamal Abdel Nasser, avec le panarabisme, voulait libérer les peuples du sionisme, et il a mené deux guerres, qu'on soit pour ou contre, 67, 73 contre Israël, il fallait que les Américains s'appuient sur les pétromonarchies afin de détruire le panarabisme. Au nom de quoi? Au nom comme quoi c'était du mécréant, c'était du kofr, et ils ont utilisé l'islam politique. Aujourd'hui, c'est même l'Arabie Saoudite est en train de se tourner vers l'arabité afin de contrer une autre ère de révolution du monde arabe à travers qui vient de l'Iran. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, elle est en train de se trouver dans des contradictions telles que ça ne peut pas tenir, impossible. Ce royaume ne pourra jamais tenir. C'est dans le futur proche, je parle pas dans un mois, 2 mois, mais c'est impossible que ça puisse tenir parce que est en train d'être discrédité complètement. Merci Sofiane. Ce fut alors très intéressant les gars, grâce à vous, je peux dire, chercher une radio qui est aussi complet sur un sujet complexe que le Moyen-Orient, le Yémen. Oui. Voilà, France Maghreb 2. Voilà, merci Sofiane. Merci Sofiane. Salut Sofiane. Très intéressant. Ah oui, mais vous savez que vous vous ressemblez sur beaucoup de sujets, sur cette situation. En tout cas, vous êtes en accord sur pas mal de choses d'ailleurs tous les deux. Ouais. Allez, dans un instant, on va filer un peu du côté de l'Algérie pour parler de cette nouvelle loi, de ces lois, parce qu'il y en a plusieurs en Algérie de proposer de fait, notamment de violences contre les femmes, etc. Sauf que les conservateurs ont un peu de mal à digérer tout cela. On va le voir dans un instant. On en reparle d'ailleurs avec vos avis qui nous intéressent. 01 40 39 000, et on parlera aussi de cette coalition aussi pour interpeller Macron sur le sort des migrants, et on n'en oublie pas évidemment la question du jour. On va rappeler dans un instant où ça en est. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 jusque 18h. C'est votre LGF, le grand forum, évidemment avec Redouane Moumine qui est avec nous aujourd'hui.
qui va nous livrer d'ailleurs dans quelques instants son coup de cœur. On va parler d'une Ougandaise, hein, c'est ça? Exactement. Voilà, que personne connaît ou presque. Oh bah non, voilà, malheureusement. oui, on peut le dire, c'est clair. Voilà, bon, en tout cas, on va la mettre en lumière, évidemment, en vous rappelant plusieurs choses. Que lundi prochain, on vous prépare une émission spéciale Afrique. J'allais dire à l'occasion de la tournée de Macron, une tournée africaine qu'il entame à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu un conseil des ministres ce matin à la place du mercredi habituel, parce que Emmanuel Macron s'en va donc en Afrique, et on a décidé donc sur les réseaux sociaux du LGF d'y consacrer donc toute cette semaine, la semaine des Afriques. Une belle initiative, Christophe, comme d'habitude. Et puis lundi prochain, donc émission spéciale pour essayer de mieux connaître au travers de cet avis tranché que vous a proposé tout à l'heure Redouane, sur les préjugés ou sur les on-dit qu'on a sur l'Afrique. Eh bien, on essaiera d'y voir un peu plus clair et de se concentrer sur des sujets bien particuliers, bien spécifiques, afin de mieux connaître ce continent dont tous les pays du Maghreb, d'ailleurs, précisons-le, font partie. Voilà. Donc c'est important aussi de connaître son histoire quelque part. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc sont des Africains. Exactement. Voilà. Et on n'oublie pas que la majorité des étudiants africains issus de tout le continent partent étudier au Maroc, qui est devenu l'épicentre universitaire pour toute l'Afrique. Alors, on va partir maintenant en Algérie. Pourquoi ? Parce que les choses évoluent, on peut le dire, positivement pour les femmes sur le plan juridique, mais on peut considérer qu'il y a un fossé qui persiste entre bien les droits des femmes notamment et les conservateurs qui ont un peu de mal à accepter certaines lois. Donc indéniablement, en tout cas, les droits des femmes en Algérie ont connu, je le disais tout à l'heure, donc une avancée positive considérable sur le plan de l'arsenal juridique mobilisé en leur faveur, on peut le dire, à partir de 2005 notamment, et de la révision du code de la famille, ce fameux code de la famille, bien que celui-ci soit jugé encore très inégalitaire par de nombreuses militantes ou militants féministes notamment. De nouvelles lois ont été promulguées permettant notamment aux femmes une meilleure représentation au niveau des assemblées, des élus, ainsi qu'une représentation ainsi qu'une une protection, j'allais dire, voilà, chercher le mot, une protection contre les violences physiques et psychologiques également, pour ne citer que ces deux aspects principaux. Eh bien, concernant la représentation des femmes au niveau politique, la loi organique numéro 12 donc 03 du 12 janvier 2012 prévoit dans son article 1er que cette loi définit les modalités en augmentant les chances d'accès à la femme à la représentation dans les assemblées, ouvrant ainsi donc la voie aux assemblées, donc d'un quota prédéfini pour les femmes sur les listes électorales aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de très intéressant, notamment donc l'idée de départ est qu'une forte présence des femmes dans les assemblées d'élus est à la fois donc une certaine autonomie pour ces dernières, et puis dans la consolidation des principes d'égalité. Le résultat ne s'est pas fait attendre. L'année 2012 marquait une entrée massive au Parlement. On parle quand même d'un chiffre important en Algérie, puisque pas moins de 146 femmes élues, soit un taux de 31,6% dans une assemblée populaire nationale jusque-là occupée exclusivement par des hommes. Quant aux violences exercées à l'égard des femmes, la loi numéro 15 du 30 décembre 2015 criminalise, sachez-le, maintenant c'est donc criminel bien sûr, la violence conjugale, le harcèlement également dans les rues, et une chose aussi importante à savoir et qui est à rapporter, le vol entre époux, la dépossession des biens de la femme par l'époux, agresser son conjoint ou son ancien conjoint est une passive donc de 20 ans de prison en fonction, sachez-le, des blessures de la victime. Et si l'agression résulte de la mort de la victime, eh bien son auteur encourt la prison à perpétuité. Fait nouveau, ces amendements criminalisent également le harcèlement sexuel dans les lieux publics. Et on sait que beaucoup là vous écoutent, et notamment des femmes qui l'été vont en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, et se font peut-être un petit peu embêter, draguer lourdement, parfois même devant leurs frères ou leur mari, ce qui d'ailleurs occasionne et génère des bagarres absolument monstrueuses. Eh bien néanmoins, le cadre juridique des droits des femmes en Algérie n'est pas accompagné d'une évolution significative, et c'est bien là qu'on peut peut-être pointer du doigt les mentalités, les attitudes envers ces mêmes droits.
puisque évidemment les conservateurs donc sont un petit peu montés au créneau en disant que de telles lois ça rentre dans la vie privée des couples, ce qui ne correspond pas à l'islam. Donc Redouane, ton avis là-dessus, parce que c'est intéressant de voir ce fossé qui s'opère entre un pays qui effectivement en matière de droits des femmes a bien évolué et a proposé des lois très intéressantes, et en même temps ce conservatisme qui perdure, qui continue. C'est passionnant, ça me rappelle beaucoup la réforme de la Moudawama au Maroc, qui avait eu lieu en 2005. Je n'ai pas le souvenir que la Moudawama ait créé des tensions ou ait pu avoir des critiques dans la société marocaine. Alors je ne connaissais pas du tout la réforme là du code dans le cadre de l'État algérien. Bah, c'est une très bonne nouvelle, évidemment. Après, qu'il y ait des résistances, c'est logique. Il y a toujours eu des contre-révolutions, des relents des relents conservateurs. Que dire? Ouais, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a eu des études de fait, apparemment, par certaines organisations, qui effectivement montrent que le conservatisme est de plus en plus important. Ah, ça c'est une excellente question. Je pense que de toute façon aujourd'hui l'État algérien n'avait pas le choix, parce que au vu des tensions économiques et sociales qui subsistent dans le pays, et je pense que nos auditeurs qui sont algériens ou d'origine algérienne pourront mieux en parler que moi, font que l'État est en difficulté pour répondre aux besoins de la population. On a ressorti la planche à billets là. Il doit les satisfaire tôt ou tard sur des enjeux sociétaux, et là probablement que c'était le bon moment. Après, la question du conservatisme, notamment religieux, c'est relativement malheureux, et c'est là qu'on voit que on a surtout des différences culturelles flagrantes entre les pays arabes, et notamment entre les pays du Mashrek, du Maghreb ou du Levant. Aborder la question des droits des femmes et de la lutte contre les violences ou le harcèlement à l'égard des femmes, les débats sont très différents, et pourtant ils ont pour la plupart la même confession religieuse. Oui, en tout cas voilà, votre avis nous intéresse évidemment, vous pouvez nous donner sur ce sujet au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis qui nous intéresse sur ce sujet, mais force est de constater quand même qu'il y a eu de fortes évolutions, même si effectivement cette fameuse réforme du code de la famille qui était quand même assez inégalitaire à l'époque, le paraît encore chez certains militants. Donc il y a eu des efforts de fait, pas assez pour beaucoup, pour certains en tout cas, mais ce qui est intéressant de constater quand même, c'est que les femmes ont pu rentrer à l'Assemblée, ont pu devenir maintenant des femmes élues du peuple, ce qui n'était pas le cas il y a encore 12-10 ans quoi. Ça c'est une grande révolution. Il faut savoir qu'il y a des statistiques qui ont été faites pour le monde arabe, les pays arabes, en termes de violence sur les femmes, et notamment de violence maritale, et à mon souvenir l'Algérie est plutôt bien placée. Il faut savoir que le pays qui est tout en bas de la liste, qui est le dernier, c'est la Palestine. Les violences maritales en Cisjordanie notamment sont extrêmement élevées, et c'est la raison pour laquelle ont été obligés de créer l'autorité palestinienne des centres d'accueil de nuit pour les femmes battues. Ah ouais. Ce qui est extrêmement inquiétant, et quelque chose qui n'est pas du tout relayé dans les difficultés de la société palestinienne. Salim qui va nous donner son avis sur ce conservatisme qui perdure en Algérie. Bonjour Salim, bonsoir. Ouais, bonsoir Christophe, c'est Salim. Donc, bonsoir à ton invité. Bonsoir. Alors bonsoir. Alors en fait, moi je suis tout à fait satisfait, parce que moi je pense que il n'y a pas que cette loi justement qui devrait être mise en place, mais je pense qu'il devrait carrément abroger le code de la famille. Parce que faut savoir quand même, le code de la famille a été mis en place en 84, je crois. Et pour moi, je pense que c'est quand même c'est quelque chose qui est pour moi révolu, sachant que maintenant la société algérienne a évolué. Donc maintenant les femmes travaillent, ont leur place dans la société, et je pense qu'il faut quand même qu'elles évoluent, qu'il puisse y avoir que les conservateurs se fassent un petit peu en mea culpa.
Très bien. Merci Salim en tout cas pour ton avis. À très bientôt. 01 40 33 9000. Bien sûr, vous pourrez nous donner votre avis dans quelques instants. Bien sûr. Dans un instant, on va retrouver le coup de cœur de Redouane, mais pour l'heure, le zapping. Parce que bon, un petit zapping rapide vite fait, comme ça. Attentat en Égypte, il fallait qu'on en parle parce que c'est une véritable catastrophe ce qui s'est passé en Égypte. 3 jours de deuil national d'ailleurs. C'était vendredi dernier, vous le savez, devant une mosquée. À l'heure de la prière, le bilan est de 305 morts. Voici le témoignage glaçant d'un homme qui a pu s'en sortir. C'était sur M6, écoutez. Depuis ce matin, des familles se pressent devant l'hôpital d'Ismaïlia où sont toujours soignées des dizaines de victimes. Cet homme, blessé par les tirs des assaillants, raconte. Ils sont entrés dans la mosquée, 10 ou 20 personnes, armés. Ils ont tout détruit, il y avait des blessés, mais les morts étaient encore plus nombreux. Mais quand la fusillade a commencé, j'ai couru, tout le monde se marchait dessus. Mais j'ai réussi à échapper à ces hommes masqués en tenue militaire. Hier, 25 à 30 hommes armés à bord de 4x4 font exploser une bombe à l'extérieur de la mosquée. Voilà, un drame évidemment absolument grave qui s'est déroulé en Égypte. Redouane, c'était vendredi, donc ce bilan lourd, 305 morts, voilà, qui a été un petit peu relayé, mais pas vraiment quoi. Non, pas vraiment, mais j'aimerais dire qu'il y a quand même quelque chose de positif à tirer de ce drame effroyable. Ouais. C'est que l'annonce des tribus du Sinaï de se lancer dans une guerre impitoyable contre Daesh permet d'envoyer un signal à l'ensemble du monde musulman en disant il n'y a pas de limite à la barbarie et la sauvagerie d'un groupe comme Daesh, qui trouve quand même encore énormément d'écho dans toutes les sociétés musulmanes, qui continuent à pouvoir recruter. Et j'espère que cet acte qui visait directement la communauté musulmane ravisera de nouvelles personnes qui espéraient, qui souhaitaient directement les rallier. Et puis une petite dernière chose, vous savez que ce week-end c'était la convention de la France Insoumise qui avait lieu d'ailleurs à Clermont-Ferrand tout ce week-end. Donc discours d'ouverture de Jean-Luc Mélenchon qui a avoué que l'opposition, en l'occurrence la France Insoumise, avait subi un premier revers à propos de la loi travail. Écoutez le discours, un extrait du discours de Jean-Luc Mélenchon, c'était samedi en début d'après-midi à cette convention des Insoumis à Clermont-Ferrand. L'intérêt du président Macron est qu'il est parfaitement clair sur ses intentions. Il mène une charge d'une incroyable violence tout en même temps, au point de suffoquer, et c'est fait pour ça. Les oppositions n'ont pas le temps de se constituer, et nous venons de subir un revers. Il paraît que si je le dis, eh bien, je démoralise. Non, je le dis parce qu'on est démoralisé dans certains secteurs de la société. Parce que cette bataille a été conduite en dépit du bon sens, et je n'ai pas peur de le dire. Et je le répète, la division syndicale nous a nui d'une manière incroyable dans la bataille. Honte à ceux qui en sont responsables, pas à ceux dont qui ont été les victimes. Et par-dessus le marché, le dogme de la séparation entre les syndicats et la politique est absurde, surtout au nom d'un texte qui a plus de 100 ans et qui dit exactement le contraire de ce qu'on lui fait dire aujourd'hui. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, discours d'ouverture, c'était à l'occasion donc de la convention des Insoumis, c'était à Clermont-Ferrand. Redouane, si tu souhaites peut-être dire un petit mot là-dessus. Non, c'est bien d'accepter ce revers parce que y a pas le choix politiquement. Ouais. Si à partir du moment où la France Insoumise rentre dans le déni, elle va perdre toute crédibilité auprès de son électorat et donc elle doit accepter, elle doit dire la vérité sur ce qu'elle fait, sur ses réussites et sur ses échecs. Allez, place au coup de cœur maintenant, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Redouane qui a choisi aujourd'hui de nous parler d'une Ougandaise. Oui, exactement. Donc, elle s'appelle Nourine Kaliba. Alors, Nourine Kaliba, aujourd'hui, est retraitée, mais elle a eu une vie bien remplie, plus jeune. Donc, cette femme était physiothérapeute et éducatrice également. Elle a travaillé auprès des jeunes. Et ce qui s'est passé, c'est que en 1987, l'Ouganda, donc son pays, est frappé de plein fouet par le sida. Et elle décide de fonder, avec une quinzaine de collègues, un organisme qui puisse agir efficacement dans la lutte contre le sida, avec de la prévention, mais également dans le soutien aux personnes qui sont victimes du sida. Alors,
Ça a été révolutionnaire à l'époque parce qu'il n'y avait pas de cas équivalents en Afrique. On doit pas oublier qu'en 1987, on en était également au début de la découverte de la maladie en Occident. Et donc elle a fondé ce qu'on appelle the TASO, donc The AIDS Support Organization, donc l'organisation pour le soutien contre le sida. Et il s'avère que cette organisation a très très bien fonctionné, les résultats ont été incroyables, et en quelques années, avec le travail du TASO, l'Ouganda a réussi à faire baisser la proportion d'infection du VIH à l'intérieur de l'Ouganda. Si bien qu'elle est devenue donc un modèle pour les pays voisins, et très vite, l'ONU l'a contacté pour pouvoir monter un programme à l'échelle internationale en créant donc l'Union internationale de la lutte contre la propagation du VIH. Alors petit à petit, Nourine Kaliba a multiplié les interventions internationales, est devenue conseillère pour plusieurs organisations indépendantes, et on considère que c'est la mère de ce qu'on appelle the positive living, donc la vie positive, c'est-à-dire un projet intellectuel qui vise à accompagner et à vulgariser la prévention donc contre le VIH, mais également dans les soins qui permettent de lutter contre la maladie. Aujourd'hui, Nourine Kaliba est donc présidente d'honneur du TASO qu'elle a fondé. Elle s'est mise un petit peu en retrait. On continue à la faire intervenir dans des conférences ou dans des colloques régulièrement en Europe. Malheureusement, elle est inconnue du grand public en France, alors que l'État français, dans les aides au développement qu'elle prévoit pour l'Afrique, donne directement des subventions dans la lutte contre le sida, et malheureusement des femmes comme Nourine Kaliba ne sont pas associées à ce type de financement, et c'est bien dommage. Voilà pour ce coup de cœur. Merci beaucoup Redouane pour cette femme qui est donc a été à qui on a rendu un espèce d'hommage, on peut dire aujourd'hui. Ah oui, c'est un hommage, et surtout une femme d'un grand courage, car parmi les 15 personnes qui ont fondé l'organisation avec elle, la moitié sont morts du sida, et donc voilà, elle a été personnellement et directement confrontée à la lutte contre le sida dès 87, une pionnière. Voilà, ça rentre évidemment dans le cadre de cette semaine spéciale Afrique dans le Grand Forum, à l'occasion bien sûr de la tournée africaine du président de la République. Allez vraiment vous abonner sur Twitter, notamment sur LGF officiel, parce qu'on vous met plein d'infos très intéressantes sur l'Afrique, afin de mieux faire connaissance avec ce continent dont beaucoup font partie, mais bien beaucoup de gens ignorent. Donc des choses très intéressantes à savoir sur l'Afrique. Pour terminer, avant de passer à Libertad, un instant. Libertad. Oui. Le 15 juin 2017, 470 associations et collectifs citoyens avaient lancé un appel pour dénoncer les dysfonctionnements de la politique d'accueil des réfugiés. Ils critiquaient entre autres la répression policière, les entraves préfectorales contre les migrants, le tri des personnes sans abri ou en fonction de leur statut administratif, ainsi que la criminalisation donc des Français qui leur apportent de l'aide. Vous vous en souvenez évidemment. Le 24 juillet, cet appel avait été accompagné d'un second texte. Un texte donc nous proposons, dans lequel donc cette coalition proposait une grande partie de la société civile donc organisée qui connaissent évidemment le terrain pour pallier les manquements, donc l'aveuglement et l'inhumanité des politiques pour le coup publics qui construisent chaque jour une France solidaire et accueillante. C'est ce qu'en tout cas espère cette coalition. Nous appelons donc dans ce texte, ils appellent le président de la République et le Premier ministre à convoquer d'urgence une conférence nationale impliquant tous les acteurs afin donc de proposer des politiques alternatives d'accueil, écrivaient donc les acteurs sociaux, dont Médecins du Monde, Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, mais aussi des associations locales comme l'intercollectif Hero Seven, une mobilisation en tout cas contre le nouveau projet de loi asile, migration, une demande de concertation donc lancée il y a 6 mois et qui n'a pas trouvé jusqu'alors écho. Ainsi, le 21 novembre, les associations donc se sont réunies dans les locaux, dans des locaux du groupe d'information et de soutien
des immigrés ici à Paris, et ils ont décidé donc de lancer leurs propres états généraux, comme le révèle le magazine en ligne Mastamag. Le 18 décembre, donc, les citoyens, mais aussi les migrants eux-mêmes pourront donc porter leur doléance, une vaste consultation qui concernera tous les territoires français, dont les premiers résultats seront annoncés au printemps prochain. Ces états généraux ont également pour but de lutter contre les nouvelles mesures annoncées début septembre par Emmanuel Macron. Il avait en effet révélé un futur projet de loi asile et migration provoquant la colère des associations, dont celui-ci. La durée maximale des étrangers en attente d'expulsion serait étendue de 45 à 90 jours et la durée légale de retenue administrative pour vérification du droit de séjour pourrait être aussi allongée. Elle passerait ainsi donc de 16 à 24 heures. Voilà un petit peu pour cette initiative. Donc c'est bien parce que ce collectif a interpellé, a essayé de proposer, voyant qu'il n'y avait pas de réponse, ont décidé d'agir. Qu'est-ce que tu penses de l'action ? C'est un soulagement. Personnellement, c'est un soulagement parce que ça fait 10 ans que la plupart des associations qui s'occupent des migrants et des réfugiés plus particulièrement se tirent dans les pattes. Calais a été un calvaire pour les interventions des associations parce que elles étaient dans une concurrence malsaine pour la plupart. Ouais. Et il y a eu notamment, je vais les citer, je prends le risque de les citer, France Terre d'Asile, qui a posé énormément de problèmes avec d'autres associations plus petites et plus indépendantes. Et il y a eu une tentative à Calais, il y a 1 an et demi, de fédérer les associations pour pouvoir monter, un collectif plus engagé, plus efficace, qui puisse forcer la France et l'Angleterre à respecter leurs engagements. D'accord. Et malheureusement... Tentative avortée, et donc je suis vraiment ravi de voir ces états généraux des migrants qui vont être l'occasion de poser les chiffres sur la table, poser les réalités sur la table et dire voilà où on en est, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on doit faire. Ça montre quand même que les citoyens ont aussi la possibilité d'agir, parce que en s'unissant, les associations, les acteurs qui font un travail d'ailleurs formidable et très peu médiatisé, peu relayé dans les villes, dans certains quartiers par exemple, les associations sont vraiment peut-être une garantie de stabilité pour certains quartiers. Hein. Les associations sont extrêmement importantes et il faut saluer leur travail à petite ou grande échelle, bien sûr. Exactement, le ciment de la République. Le ciment de la République, effectivement. Vos avis dans un instant dans Libertad sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous allez pouvoir le faire dans un instant pour réagir en direct. 01 40 33 9000. C'est le grand forum Libertad qui débarque dans un instant. Ça passe vite, hein. On est bien, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Redouane Moumine qui est avec nous. LGF jusque 18h. Donc encore quelques minutes, bien sûr. Et c'est l'heure donc de maintenant retrouver Libertad. C'est parti. 01 40 33 9000. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il y a le 08 92 23 99 50 pour ceux qui n'arrivent pas à joindre, puisqu'il y a beaucoup de monde. N'hésitez pas aussi à utiliser les 2 lignes. En tout cas, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous allez pouvoir le faire maintenant en direct, nous interpeller. Bref, dire ce que vous voulez, passer un bonjour à votre épouse ou à votre époux, ou une petite dédicace à votre ami, ou réagir à l'émission, ce que vous avez entendu. N'hésitez pas. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà, Monsieur Christophe, je vous salue, vous et votre invité. Je vous remercie pour ce moment de liberté d'expression que vous nous offrez, même si c'est 5 minutes. Je trouve vraiment scandaleux, Monsieur Christophe, que les médias français, j'étais vraiment scandalisé hier, malgré les bombardements russes et les morts, les civils, presque 50 morts à Deir ez-Zor, la France 2, elle consacre même pas 30 secondes sur ces images-là et elle passe sur une dame qui est partie en Syrie. Moi, je ne comprends pas pourquoi ici, les musulmans ne manifestent pas, ne sortent pas à Paris pour dénoncer ces crimes du régime russe qui bombarde des civils, des enfants qui n'ont rien fait, qui mélangent les terrorismes avec les civils. Je trouve ça scandaleux. Kamel. Je pense que là, oui. Kamel, oui. juste bonsoir. Bonsoir Monsieur Kamal. Redouane souhaite te parler, Kamel. On est complètement d'accord, mais dans le même cas, hier, il y a eu 4 morts à Afrin par les bombardements des rebelles et de la Turquie et personne n'en parle. Sauf que Afrin, c'est des bombardements 12 heures sur 24. Oui. Et ça concerne la Turquie. On sait que il y a des lobbies turcs qui influent les rédactions directement en Europe. Et ça non plus, on n'en parle pas. Alors évidemment, ça ne fait pas 50 morts parce que c'est pas l'aviation turque. Mais quand bien même, c'est l'artillerie turque. Et quand les Howitzer turcs bombardent une région où il n'y a même pas de velléité, parce que là, Afrin, ce ne sont que des civils. Hein.
Je comprends, je vous comprends, Nordine, pour laisser la place aux autres. Ce que je peux vous dire, c'est que les médias, ils commencent dans les journaux sur Roland Garros, et comme ces morts-là en Syrie, c'est pas Roland Garros, Kamel. Bon. Merci Kamel, c'est pas Roland Garros, c'est la France qui a remporté la Coupe Davis quand même. Ah bah oui, bravo Yannick. Et bravo, comment il s'appelle le tennisman là qui a remporté le point? Ah, c'est pas Lucas. Ah oui, c'est le petit jeune, j'ai oublié son nom. Aidez-moi là, je me rappelle plus du nom. En tout cas, voilà, c'est magnifique, bravo, belle victoire. Ah oui, elle était méritée et attendue. Voilà, bon, pardon. 01 40 33 9000, bonsoir. Salut. Salut, votre prénom et ville d'appel. Youssef de Paris. Salut Youssef, on t'écoute. Bonsoir. Justement, je voulais parler de la Coupe Davis. Là, ils ont fait rêver les joueurs français, la Luka Pouille. Voilà, merci beaucoup Youssef, merci Youssef. Bah, enfin, la France qui gagne, c'est plaisir. Ouais, c'est clair. Grâce à qui, Yannick Noah. Ouais. Le mythique capitaine. Davis pour lui, hein. 91, 96, 2017, c'est pas énorme. Ouais. T'appelles d'où Youssef, de Paris? Paris, ouais. Ouais, il y a du vent, va falloir se couvrir. Vous avez le 5e match de Pouille face à Garcia. 1-0. Pas mal du tout même. Merci beaucoup Youssef. Belle victoire. Bonne soirée. Voilà, c'est bien ça. Saluer l'équipe de France qui a remporté cette Coupe Davis. Ça fait du bien un petit peu au travers du sport aussi, un certain rassemblement. 01 40 33 9000 France Maghreb 2, bonsoir. Allô, bonsoir Christophe, c'est Fatima de Paris. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Je voudrais féliciter Yannick Noah pour son saladier là, parce que il était attaqué de toutes parts. Et donc moi je suis ravie pour lui. Et deuxièmement, je voudrais répondre à l'auditeur d'avant qui a parlé de la Russie. Moi je voudrais lui dire que s'il n'y a pas la Russie, eh ben il y a longtemps qu'on t'aurait rasé tes moustaches. Ah ben moi je dis vive la Russie qui est en train de sauver la Syrie. Parce que s'il n'y avait pas la Russie, eh ben la Syrie ce serait la Libye ou l'Irak ou l'Afghanistan. Et je vous remercie Christophe. Et je voudrais vous dire que vous êtes la meilleure radio. Voilà. Merci Fatima, merci beaucoup. N'hésite pas à dire la meilleure émission carrément. Allez, vas-y. Je vous en prie. Salut Fatima, merci beaucoup. 01 40 33 9000. Oui, qu'est-ce qu'il y a Redouane? Non. je rigole parce qu'on a tous les avis contradictoires. Non, mais c'est très plaisant, c'est très agréable. Ouais, absolument. France Maghreb 2, bonsoir. France Maghreb 2, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. C'est Ali de Drancy. Salut Ali, bonsoir. On t'écoute Ali. Bonsoir, donc je vous appelle pour une information justement pour démentir l'information qui a été donnée au sujet de l'Algérie. On a dit qu'elle avait voté pour la liste de dire que le Hezbollah est un truc. Oui, c'est moi qui l'avais dit, oui. Oui. Donc, alors je vous lis, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe, excepté la Syrie, l'Irak, le Liban et l'Algérie, se sont réunis au Caire pour examiner ce que Riyad considère comme les implications de Téhéran dans les affaires des pays arabes. Et je vous signale aussi qu'une quarantaine de parlementaires tunisiens désavouent la récente déclaration de la Ligue arabe contre l'Iran et le Hezbollah. 41 députés issus de divers partis des Tunisiens ont signé jeudi une pétition dans laquelle ils déclarent leur opposition à la déclaration finale de la réunion des ministères des Affaires étrangères de la Ligue arabe tenue dimanche au Caire à l'appel de Riyad. La députée du Front National, Mbarka Aouina Brahmi, demande au ministère du Tunisien des Affaires étrangères de désavouer cette déclaration, ce que comporte la déclaration de la réunion ministérielle de la Ligue arabe, et considérée comme une marque d'infamie sur le front de la révolution tunisienne et une trahison envers le sang de ses martyrs. Allez, si je peux me permettre, vas-y Redouane. Il y a eu 3 votes dans la semaine de la Ligue des États arabes concernant le même agenda mais avec des décisions différentes. L'Algérie a refusé de faire venir son ministre des Affaires étrangères pour montrer qu'il désavouait l'agenda décidé par l'Arabie Saoudite, mais il a été représenté. Il a été représenté par son représentant permanent à la Ligue des États arabes et ils ont voté. Et ils ont voté pour. Non, ils n'ont pas voté. Ah si, je vous assure. La question qui s'est posée, ça je l'ai lu dans Algérie patriotique, la question qui s'est posée, qui était posée par les journalistes, c'est est-ce que l'Algérie va... je cherche le mot exact, va s'abstenir. Est-ce que l'Algérie va s'abstenir sur le vote? Et à l'exception d'un État à la Ligue des États arabes, pour ce vote-là, tout le monde a décidé de voter parce que généralement le vote abstenu est une erreur diplomatique à la Ligue des États arabes pour de nombreuses raisons. Et donc l'Algérie a décidé de voter. Et là, elle a voté pour. Bah moi j'ai lu que l'information a été donnée par un journal étranger qui justement voulait désavouer l'Algérie en donnant cette information. Bon,
On va tâcher, on va tâcher de regarder encore. On va refaire une enquête avec grand plaisir. Ok, parce que c'est important. Vous avez raison, Ali. Merci beaucoup. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Eh oui, ils observent tout, nos auditeurs. Ils ont raison, absolument. Eh bien, c'est terminé. Dites donc pour ce soir. Demain, on sera avec, une belle équipe, hein. Ousmane Timera et Austin Ras, avec qui on va recevoir et on va parler de réformisme musulman demain. Je vais allumer ma radio. Ouais, je crois que ça va être intéressant. Donc, ça sera demain à partir de 16h. Merci beaucoup, Redouane. C'était un grand plaisir comme d'habitude, Christophe. Et encore une fois, un prompt rétablissement à Nan en espérant la retrouver. Elle sera là la semaine prochaine pour cette émission spéciale Afrique que l'on vous prépare sur France Maghreb 2. Ça sera lundi prochain, 18h01. Merci d'écouter France Maghreb 2. Vous avez parfaitement raison d'ailleurs de le faire. Et l'heure de retrouver maintenant le rappel de l'actualité de ce lundi soir. C'est avec Marine Garel que je salue. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Le gouvernement a dévoilé aujourd'hui son projet de loi sur le droit à l'erreur. Une mesure phare de la campagne d'Emmanuel Macron et une nouvelle tentative de simplifier les démarches administratives après d'autres initiatives plus ou moins abouties. 120 000 euros de stupéfiants à destination de la Belgique saisis lors d'une opération internationale commune dans le Benelux et en France. Près de 1800 personnes contrôlées par la police, mais aussi par les douanes. Ça s'est passé entre jeudi et dimanche. 148 étaient en possession de drogue. Les États membres de l'Union européenne réunis au sein d'un comité d'appel ont voté en faveur d'une nouvelle autorisation pour 5 ans de l'herbicide controversé glyphosate. 18 pays ont voté pour, 9 contre et 1 s'est abstenu. Le tribunal correctionnel de Fontainebleau requiert 5 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, contre un professeur de mathématiques jugé pour avoir entretenu une relation sexuelle avec une collégienne de 14 ans. Alerte maximum décrétée à Bali, puisque depuis plusieurs jours maintenant, un volcan libère un impressionnant panache de fumée, de la fumée grise. Résultat, des centaines de vols ont été annulés et environ 100 000 personnes ont été évacuées pour le moment. Le pape François est arrivé aujourd'hui en Birmanie pour une visite inédite qui s'annonce délicate dans un pays majoritairement bouddhiste accusé récemment d'épuration ethnique contre la minorité musulmane des Rohingyas. Pour son 21e voyage, le pape se rendra également au Bangladesh, autre pays asiatique marqué par de fortes tensions religieuses. C'est un nouveau record. Plus de 42 800 000 transactions bancaires ont été enregistrées en France lors du vendredi du Black Friday. Le phénomène venu des États-Unis. Sport tennis, la 10e Coupe Davis gagnée par la France est à Roland-Garros. Yannick Noah et les joueurs de l'équipe de France de tennis se sont rendus au Centre national d'entraînement de Roland-Garros. Ils ont pu présenter le trophée aux personnes présentes. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.